Victoria Richard, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes gestionnaire de portefeuille chez BNP Paribas IP et vous le savez, Victoria, dans Asset Watch, nous aimons passer au crible les fonds que les asset managers mettent en tête de gondole. Et c'est le cas avec le fonds dont vous êtes la co-gérante. Il s'intitule BNP Paribas Développement Humain. Avec un nom pareil, on se doute qu'il s'agit d'un fonds ISR, d'un fonds socialement responsable. Il a été lancé en octobre 2011 et c'est un fonds action européenne. Alors, BNP Paribas Développement Humain fait partie de la gamme des fonds récompensés en 2014 comme étant la meilleure gamme PEA par nos confrères de Mieux Vivre. Et les performances, jetons-y un coup d'œil. Depuis le 10 octobre 2011 jusqu'au 31 mai 2016, BNP Paribas Développement Humain cumule 66% de gains. C'est mieux que son indice de référence qui, lui, ne totalise que 49,87%. Et cet indice de référence est le MSCI Europe. Alors, Victoria, l'expression développement humain signifie tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'elle recouvre en l'espèce? Alors en fait, l'expression développement humain est apparue avec l'indice de développement humain qu'a créé l'ONU il y a quelques années et qui avait pour but de mesurer le développement d'un pays, non pas seulement par son niveau de PIB, mais en regardant deux critères importants, la santé et l'éducation. Donc la santé avec l'espérance de vie à la naissance et l'éducation avec le taux de scolarisation et d'alphabétisation. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces critères? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces critères? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des défis qui émergeaient à cause de l'augmentation de la population. Juste un chiffre, en 2050, on sera 9,4 milliards de personnes sur Terre. Donc, ça fait beaucoup de monde à loger, à nourrir, mais aussi à soigner. Donc, il va y avoir une part importante de personnes âgées, 2 milliards, pareil, en 2050. Donc, il va falloir mettre en place tout un tas de solutions pour répondre à ces nouveaux besoins. Et il y a également autre chose qui est assez important, je trouve, c'est l'urbanisation croissante de notre société. On est à un taux d'urbanisation de 50% aujourd'hui et on devrait atteindre 70% dans quelques années. Donc il faut également apprendre à vivre dans des villes et des villes propres, donc gérer tous les problèmes de pollution, ce genre de choses. On a tout l'impression que vous traitez donc tous les besoins de l'humanité. C'est un peu ça. Peut-être pas tous les besoins, mais on essaie de répondre en tout cas à une grande partie des besoins fondamentaux des êtres humains. Alors, est-ce que du coup, on n'est pas en position d'investir dans tout et n'importe quoi? Non, parce que par exemple, prenez l'exemple du luxe. Ça peut être un besoin pour certaines personnes, mais pas pour l'ensemble de l'humanité. Surtout en période de solde. Et clairement, ce n'est pas du tout un thème qui fait partie de notre univers d'investissement. Le luxe est exclu. Est-ce que Ouais. vous avez donc des biais sectoriels, Ouais. dans un sens ou dans un autre? Alors, par exemple, on a beaucoup de sociétés du secteur de la santé, puisqu'en fait, on est parti du constat que finalement, beaucoup et la majorité des laboratoires pharmaceutiques répondaient quand même à un besoin de santé. Et ensuite, on a également beaucoup de sociétés dans le secteur de la consommation courante, puisque c'est la nourriture, par exemple, mais aussi l'hygiène. Donc, on a beaucoup de sociétés dans ces deux secteurs-là. Et à l'inverse, sur des secteurs comme l'énergie, les télécommunications, la technologie, on n'a pas du tout de valeur dans l'univers d'investissement. Mais si on doit résumer les thématiques d'investissement du fonds, quelles sont-elles? Alors, on a 4 thèmes importants. Donc, c'est l'accès à la santé, l'accès à l'alimentation, les défis du monde moderne, donc par exemple l'obésité et le diabète, et enfin le développement socio-économique durable qui regroupe plusieurs sous-thématiques avec par exemple l'éducation, mais aussi la gestion des déchets. Alors j'aimerais qu'on rentre, Victoria, dans le process de gestion. Là, vous nous avez donné le cadre général. Il y a une utilisation de filtres ISR, Ouais. ESG. Vous allez nous détailler un peu de quoi il retourne. Mais à quoi ça sert? Alors, comment ça se passe et quelle est la part justement de l'extra-financier, de l'ISR, dans la sélection de titres? Alors déjà, il faut préciser qu'on a une équipe d'analystes extra-financiers et une équipe de gérants analystes financiers. Donc pour la partie extra-financière, c'est cette équipe d'analystes extra-financiers qui va passer au crible toutes les sociétés en Europe et qui va sélectionner celles qui donc, pourraient rentrer dans l'univers de BNP Paribas Développement Humain de par leur activité. Donc il faut que 20% au moins de leur chiffre d'affaires répondent à la thématique développement humain. Ensuite, on a également des filtres, donc soit au niveau groupe, soit au niveau BNP Paribas IP. Donc là, ça va être plutôt donc le Pacte mondial des Nations Unies
et des politiques sectorielles, donc par exemple ne pas investir dans les sociétés qui produisent des mines antipersonnelles. Oui, ça ne serait pas tellement voilà. socialement responsable. Et ensuite, juste une dernière chose, notre équipe d'analystes extra-financiers note donc toutes ces sociétés sur des critères ESG, donc environnement, social et de gouvernance. Et ensuite, pour développement humain, BNP Paribas Développement Humain, on va exclure le bas du tableau, donc les plus mauvais élèves. Par exemple, un laboratoire pharmaceutique qui, de par son activité, pourrait entrer dans l'univers, mais qui a eu de gros problèmes de corruption en Chine et aux États-Unis, par exemple, alors cette société est exclue de l'univers. Donc, on a un premier filtrage extra-financier auquel on rajoute une couche d'analyse financière, enfin une grosse couche d'analyse financière traditionnelle. Oui, exactement. Mais est-ce que du coup, on n'est pas en droit de se demander, si on est obligé de coupler les deux, qu'une analyse seulement extra-financière ne serait pas performante? Alors souvent, pas tout le temps, mais c'est quand même souvent le cas, l'analyse extra-financière va quand même avoir un biais plutôt long terme. Donc peut-être qu'on va exclure aujourd'hui une société qui a de mauvaises pratiques environnementales et il n'y aura pas de scandale avant 2 ou 3 ans. Donc finalement, c'est un peu un pari sur l'avenir, alors que le côté financier va regarder aussi bien le court terme que le moyen et long terme. Donc je pense que c'est complémentaire. Parlons de la taille de l'univers d'investissement, parce que ce filtrage, il est tout de même assez drastique et vous aboutissez à une population de valeurs éligibles assez réduite, c'est seulement 150 valeurs. 150 valeurs, voilà. 150 valeurs, est-ce que c'est suffisant pour assurer une diversification correcte? Oui, parce que finalement, mis à part les quelques secteurs cités précédemment, on a quand même la majorité des secteurs du MSCI Europe dans notre univers d'investissement, pas forcément toutes les valeurs, mais une bonne partie. Et ensuite, on a quand même une diversité de valeurs assez forte. On a un laboratoire pharmaceutique, bien sûr, mais on peut aussi avoir une société d'assurance, une société de gestion des déchets. Ça fait vraiment pas mal de choix. Alors, si vous n'avez que 150 valeurs, c'est aussi que vous privilégiez un certain type de capitalisation au sein du portefeuille. Fin janvier, vous étiez à 90% sur des grandes capitalisations. Donc, évidemment, ça réduit le champ des possibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous accordez la priorité à ce type de valeur? Alors, c'est un peu par défaut. Ce n'est pas forcément qu'on accorde la priorité aux grandes valeurs, mais il y a deux choses. C'est qu'on pense que les petites et moyennes capitalisations boursières, c'est vraiment un autre type de gestion. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir des personnes spécialisées uniquement sur ce type de société, ce qui n'est pas le cas de notre équipe, puisque nous avons une équipe dédiée en interne chez BNP Paribas IP. Et il y a aussi que les encours du fonds sont assez importants, donc on a passé le milliard d'euros, et ça rend plus difficile l'investissement dans de petites sociétés. En fait, il y a clairement un problème de liquidité. Si on doit mettre des jours et des jours à vendre une position s'il y a un problème, c'est pas possible. On se protège quelque part. De la maîtrise du risque, en fait. Exactement. Pour le fonds et donc pour les souscripteurs. Mais malgré tout, est-ce que le fait de devoir investir prioritairement dans des grandes valeurs n'est pas préjudiciable en termes de performance? Sachant que les petites et moyennes capitalisations, historiquement, surperforment. Oui, alors ce n'est pas le cas tous les ans. Ça a été le cas l'an dernier. Un peu moins cette année. Alors bien sûr, on a les méga caps qui sont très diversifiés, etc. et qui en effet n'ont pas toujours une performance extraordinaire, quoique ça dépend vraiment du contexte de marché. Mais ce qu'on aime beaucoup avec Anne dans le fond, ce sont les sociétés qui, alors en effet, n'ont pas une toute petite capitalisation boursière, mais sont un peu plus petites que les très grands acteurs. Et ces sociétés-là sont souvent très spécialisées sur un marché de niche, avec des produits à forte valeur ajoutée. On aime beaucoup ce genre de sociétés et on essaie au maximum d'investir dans ce type d'entreprise. Alors parlons un petit peu de l'équipe de gestion, parce que ça nous permettra de bien comprendre le process. Vous co-gérez le fonds avec Anne Froideval, vous l'avez cité, qui en est la gérante principale. Mais quand on lit toute la littérature ayant trait à votre fonds, on a l'impression que l'équipe de gestion est très étoffée. Je vois mentionner des analystes sectoriels. Alors, quel est le rôle de chacun dans tout ça? Alors, en fait, chaque personne au sein de l'équipe a 2 rôles, spécialiste sectoriel et gérant. On a tous ces 2 casquettes. Donc, chacun a un ou plusieurs secteurs sous sa responsabilité et le suit avec beaucoup d'attention. Mais qui gère? Les gérants, mais finalement tout le monde est gérant aussi. Mais c'est-à-dire que les spécialistes sectoriels vont proposer leurs plus fortes convictions sur leur secteur. Et ensuite, dans ce vivier finalement de convictions fortes, les gérants vont choisir
celles qu'ils choisissent d'implémenter ou non dans les portefeuilles. Donc, par exemple, avec Anne, on va se concerter sur le secteur, je ne sais pas, des industriels, par exemple, ou des services de collectivité, et se dire, le spécialiste sectoriel propose cette valeur, est-ce qu'on a envie de la mettre dans le développement humain ou non? Le gérant a toujours la décision finale concernant les investissements dans le portefeuille. D'accord, mais c'est bien vous et Anne Froideval qui gérez le fonds, c'est ça, en l'occurrence. Ouais. Et vous appuyez sur l'expertise des analystes sectoriels, qui sont par ailleurs gérants d'autres fonds. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut entendre la chose. Donc, on a une gestion de conviction? Oui. En fait, on a vraiment une gestion de conviction forte. On cherche à chaque fois les histoires très spécifiques qui nous plaisent beaucoup. On accorde énormément d'importance au management des sociétés aussi, ça c'est important de le dire. Donc on les rencontre régulièrement pour vraiment suivre l'avancée des différents projets. Donc en fait, ce qu'on a en portefeuille sont vraiment nos convictions les plus fortes. On ne va pas mettre, c'est rare, non, ça n'arrive jamais même, on ne va pas mettre une société X ou Y dans le portefeuille uniquement parce qu'elle fait partie de tel secteur et que ce secteur est super à la mode en ce moment. Pas du tout. C'est vraiment des convictions Donc, très sur fortes. la proposition finalement des analystes sectoriels, vous rencontrez aussi les sociétés? Oui, oui. Vous ne vous contentez pas de recueillir la recommandation et de la traiter. OK. Est-ce qu'un fonds socialement responsable, Victoria, est moins volatile qu'un fonds traditionnel? Alors, c'est difficile de répondre parce que ça dépend de beaucoup de critères, de la zone géographique, du type de fonds, du type d'actifs. C'est vraiment au cas par cas. Je pense, oui. La durée de détention des titres au sein de BNP Paribas Développement Humain, est-ce qu'elle est longue ou pas? Alors, on n'a pas d'objectif précis, mais en général, elle est plutôt longue. On est plutôt des investisseurs long terme. Donc, on ne va jamais acheter un titre et le revendre 2 semaines plus tard. Ce n'est pas du tout la philosophie du fonds. En revanche, il faut quand même préciser qu'on a une discipline de vente assez forte, c'est-à-dire qu'on a un prix cible pour chaque titre qui est en portefeuille. Quand on atteint ce prix cible, on le revoit avec le spécialiste sectoriel. S'il y a encore du potentiel, on conserve la position. En revanche, si on estime qu'il n'y a plus de potentiel, on n'hésite pas à vendre la position. On essaie d'être très discipliné là-dessus parce que c'est comme ça qu'on génère aussi de la performance. Donc une approche de long terme couplée à une discipline de vente et d'achat. Et d'achat. Regardons un petit peu la composition du portefeuille. Le secteur de la santé et celui de la consommation de base sont très très bien représentés. C'est plus de 30% pour l'un et environ 30% pour l'autre. Est-ce que, du simple point de vue de la gestion, d'avoir 2 secteurs si bien pondérés n'est pas un petit peu dangereux? Alors, ça donne. Il n'y a pas une surexposition? Ça donne un côté plus défensif au profil du fonds, ça c'est certain. En revanche, on a quand même d'autres secteurs pour contrebalancer ces 2 poids importants. Et on a quand même beaucoup de potentiel d'idées d'investissement. Mais c'est vrai que le profil du fonds est plutôt défensif de par la présence forte de ces 2 secteurs. Alors, une petite question insidieuse et vache. 17% de finances dans un fonds ISR, ou plutôt 17% de finances, est-ce que c'est très ISR? Alors en fait, la finance qu'il y a dans le développement humain sont essentiellement des sociétés d'assurance. On a inclus la thématique de l'assurance de la personne. Donc ça ne va pas être le placement en bourse ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'assurance de la personne. Donc c'est pour ça qu'on a ce pourcentage-là. Et ensuite, il y a aussi quelques sociétés d'immobilier, puisque l'immobilier fait partie du secteur de la finance, et qui proposent des locations d'appartements à des prix modérés, notamment en Allemagne. Donc, encore une fois, c'est le traitement de besoins fondamentaux. Ouais. Très bien. Toujours coup d'œil à la composition. Et là, on voit que le Royaume-Uni est très bien représenté avec près de 24%. Ouais. Ça, c'était au 31 mai. Pourquoi? En fait, ça résulte surtout de nos choix de valeurs. Donc, en fait, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, mais aussi de sociétés d'assurance. Donc, en fait, c'est surtout une résultante. Finalement, ça n'est pas forcément un choix d'avoir ce pourcentage-là. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, Victoria. Si vous aviez un exemple de valeur assez illustratif de votre approche de gestion, ce serait laquelle? Oui, on peut parler de Novo Nordisk, qui est un laboratoire danois qui est spécialisé dans le marché du diabète.
Donc, ils ont différents produits. Donc, pour traiter le diabète, on a l'insuline, qui est le traitement un peu classique de dernier ressort. Donc, ils ont un très bon produit qu'ils ont lancé il y a quelques années en Europe et aux États-Unis. Et ils sont également présents sur le marché des GLP-1. Donc, le GLP-1, c'est un produit qu'on prend souvent avant l'insuline, qui est aujourd'hui injectable, mais qui demain, peut-être, en tout cas dans les projets de Novo Nordisk, sera un simple comprimé à avaler. Donc, ça faciliterait beaucoup le traitement. Et donc, Novo Nordisk est leader sur le marché du GLP-1 avec l'un de ses produits. Et le GLP-1, ça permet de faire quoi? C'est l'étape en dessous, avant l'insuline, et surtout son avantage principal, c'est de ne pas provoquer d'hypoglycémie. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un bénéfice pour l'utilisateur. Ouais. Ce fonds, à quel type d'investisseurs est-il destiné? Alors plutôt des investisseurs long terme, qui veulent s'exposer à des thématiques qui ont des perspectives de croissance fortes, et également des investisseurs qui pensent aussi bien à la performance financière du fonds, mais également à un aspect plus extra-financier et qui finalement veulent donner un peu plus de sens à leur épargne. Victoria, merci. Merci Vincent.